Cette histoire incroyable nous a interpellés parce qu'elle met en avant le courage et la résilience d'une famille. Face à un acte de violence abjecte, elle a montré à tous le vrai sens du pardon. J'ai rencontré Beron en 2001, quand je suis arrivée depuis la Thaïlande à Las Vegas. Beron aussi était né en Thaïlande. Ça a été mon premier ami. Beron n'a pas eu une vie facile. Il est né en Thaïlande, mais quand il était petit, sa famille s'est installée à Hawaï. Et à partir de là, les difficultés se sont enchaînées pour lui. Enfant, il a été placé en famille d'accueil, après avoir subi des années de mauvais traitements par ses parents. Lorsque Didi rencontre Beron, c'est un charmant croupier de Las Vegas. Il savait s'y prendre avec les gens. J'ai bien vu que c'était un bosseur. Beron a eu une vie difficile, mais il avait bon cœur. Avant qu'une romance n'ait le temps d'éclore, la vie sépare Beron et Didi. Didi se marie et fonde une famille à Las Vegas. Quant à Beron, il rencontre une jeune femme. Beron rencontre sa première femme, Sherin, et part s'installer dans l'État de Washington. Et ils ont un fils, Eric. Beron était aux anges, parce qu'il voulait être papa, depuis longtemps. Mais le mariage de Beron et Sherin vole en éclats lorsqu'il découvre qu'elle le trompe. Ça l'a rendu fou. Alors je lui ai dit, reviens, tu as une famille ici. En 2015, Beron et Didi sont tous les deux divorcés. Et il revient dans le Nevada. Beron m'a avoué qu'il avait toujours eu des sentiments pour moi. Et puisqu'on formait déjà une famille, pour ainsi dire, pourquoi ne pas essayer de se mettre ensemble? Et ainsi réunir leurs deux familles. J'avais 2 enfants de mon premier mariage, Ihsan et Sophia. Ma mère a épousé Beron quand j'avais 6 ans. Je le considère comme mon père. On a tout de suite été très proches tous les deux. Il a toujours fait l'effort de me comprendre, plus que ma propre famille. On est devenus proches facilement. Dès les premiers mois, quand on était à Las Vegas, les enfants ont commencé à l'appeler papa. Tout le monde s'entendait bien. Il m'appelait maman, je l'appelais papa. Le seul absent sur la photo de famille, c'est le fils de Beron, Eric Dragon Lee, 4 ans. Il vit dans l'État de Washington avec sa mère. Eric souffre d'un handicap moteur cérébral. À cause de ça, il aura besoin de soins quotidiens jusqu'à la fin de ses jours. Mais alors qu'il est dans l'État de Washington avec sa mère, sa vie va encore se compliquer. Sherin a la garde exclusive de son fils, mais la justice estime qu'elle ne remplit pas ses obligations parentales et lui retire la garde. L'infirmière est arrivée chez Sherin et elle a trouvé Eric par terre, face contre terre, en train de s'étouffer avec sa propre salive, tout seul, et en train de pleurer. Sherin était sortie. L'infirmière a appelé la protection de l'enfance. Je n'aurais jamais imaginé qu'une mère puisse faire du mal à son propre enfant. Beron et Didi s'installent à Bellevue dans l'État de Washington pour s'occuper d'Eric. Pour la famille Lee, c'est un nouveau départ. Avec le temps, mon frère et moi, on s'est vraiment attachés à Eric. On est devenus une vraie famille. Bébé, c'est un bébé. Et puis le 10 juillet 2020, les services d'urgence sont soudain submergés d'appels. Les secours, j'écoute. J'ai entendu des coups de feu en rafale et des cris. Les secours, j'écoute. Oui, j'ai entendu des coups de feu, là, juste dehors. On nous signale une fusillade et des cris à Bellevue. Je veux pas aller voir. Je sais pas ce qui se passe. Il est armé? Un homme a ouvert le feu dans la résidence où ils habitent.
Les secours, j'écoute. Il y a quelqu'un par terre et j'ai vu quelqu'un s'enfuir. Vous arrivez? Oui, la police et l'ambulance sont en route. Je suis sortie de chez moi et j'ai entendu ce que j'ai pris pour des pétards, puis « Aidez-moi, on m'a tiré dessus !» Et j'ai découvert un de mes voisins par terre. Il avait besoin de soins. Baron Lee, 48 ans, est blessé. Il a reçu plusieurs balles. J'avais pas mon téléphone. J'essayais de comprendre ce qu'il s'était passé et si c'était grave. Et il n'arrêtait pas de réclamer sa femme. Quelqu'un a frappé à la porte et m'a dit qu'on avait tiré sur mon mari. Je me suis précipitée dehors et je me souviens que j'ai vu Baron par terre, couvert de sang. J'ai appelé la police. Les secours, j'écoute. On a tiré sur mon mari. Je suis remontée chez moi chercher ma trousse de secours. J'ai sorti des compresses et j'ai appuyé sur sa poitrine, là où la blessure avait l'air la plus grave. Qui a tiré? Je sais pas. Ok, donc le tireur n'est plus là. Non! Ne bouge pas. J'ai mal! Quand j'appuyais sur sa blessure, je sentais le sang qui coulait sous mes doigts. Il était froid. Je sens plus mon bras. Mon bras droit, je sens plus mes doigts. Baron est gravement blessé, mais il pense d'abord à son fils Eric. Occupe-toi d'Eric. Tandis que Didi retourne auprès d'Eric, Krista Mans prend le relais au téléphone. On s'est pas encore parlé. Je m'appelle Krista. J'appuie sur sa blessure. Ok. Je ne savais pas s'il allait se vider de son sang. J'avais vraiment peur. On a reçu l'appel à 8h26 du matin pour plusieurs coups de feu. Le facteur primordial dans ce type d'intervention, c'est le temps. Dès qu'une personne est blessée, a fortiori par balle, chaque seconde compte si on veut lui sauver la vie. Une fois sur place, on enlève les vêtements pour voir les blessures. Il avait reçu 9 balles. 2 dans la poitrine, 2 dans le biceps droit, 1 dans le coude gauche. Il en avait reçu une plus inquiétante dans la hanche gauche. Et aussi dans chaque cuisse, une balle traversante. Baron se vide de son sang. On espérait que Baron s'en sorte pour qu'on puisse aller l'interroger à l'hôpital. En attendant, on faisait avec les infos qu'on avait. Je l'ai vu courir vers l'Ekmon Park. C'était il y a 5 minutes. On part du principe qu'il est toujours armé. Ça présente un danger pour la population. Il y a des gens partout. La police appelle immédiatement des renforts. Une unité des opérations spéciales habituée à gérer précisément ce type d'intervention. On leur a dit d'annuler leurs opérations en cours. On avait vraiment besoin d'eux. La résidence où l'agression a eu lieu se trouve en haut de l'escalier. Et l'escalier va de la résidence à un tunnel qui passe sous la route jusqu'à un centre commercial et un parc à proximité. Des témoins ont déclaré avoir vu le tireur s'enfuir dans cette direction. Ça grouillait de policiers qui cherchaient l'arme ainsi que le tireur. La police fait même appel à la brigade canine. Les policiers suivent les chiens, qui s'éloignent du lieu de l'attaque et les mènent à un tunnel pédestre. Puis les chiens s'arrêtent net au milieu d'un parking. En général, quand ils s'arrêtent net comme ça, ça veut dire que le suspect a pris une voiture. Le tireur a disparu. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il s'est garé en bas et qu'il a couru jusqu'à sa voiture. Maintenant que le suspect s'est enfui, on n'est plus dans une situation de tireur actif. On va pouvoir commencer à analyser la scène de crime. On retrouve quelques douilles, 3 ou 4, de calibre 380. Il y a du sang par terre, une voiture avec des impacts de balles. Comme on a retrouvé des douilles, on suppose que c'est une arme semi-automatique.
Plusieurs témoins ont vu le tireur ramasser des douilles avant de s'enfuir. En général, le tireur ne prend pas le temps de ramasser ses douilles. Ça n'arrive jamais. Qui plus est, Baron Lee avait 2 téléphones sur lui. Il avait toujours ses bijoux, une chaîne, des bijoux en or. Si ça avait été un vol, on les lui aurait pris. Ça ne collait pas avec un vol. On ne connaissait pas le mobile de l'agression, mais Baron était très clairement la cible. Il y a 35 maisons dans la résidence. Donc nos agents ont commencé l'enquête de voisinage en allant frapper à toutes les portes pour voir qui était là, qui avait des informations. On commence l'enquête de voisinage et on cherche aussi les caméras, sonnettes connectées, caméras de circulation et de surveillance, toutes les caméras. En attendant de récupérer les images, il faut interroger Didi pour essayer de dresser le profil de la victime. Didi nous a raconté que Baron et son ex-femme, Sherin Kelly, ne s'entendaient pas très bien. Il était tout à fait possible qu'elle s'en soit prise à Baron pour se venger et récupérer la garde de son fils. La police découvre également que l'ex-femme de Baron n'est pas la seule qui aurait pu lui en vouloir. Didi nous a confié que les relations étaient un peu tendues entre Arman, son ex-mari, qui vivait à Las Vegas, et Baron. Baron a endossé le rôle de père auprès des enfants de Didi. Ou alors c'était quelqu'un que Baron avait connu avant, à Las Vegas. On a interrogé Didi, mais elle devait se rendre auprès de Baron à l'hôpital parce qu'il risquait de mourir. Je refusais de croire que quelqu'un ait pu haïr Baron au point de vouloir le tuer. J'ai pris des affaires et je suis allée le voir à l'hôpital. Je priais pour que Dieu le protège. Comme Eric ne pouvait pas rester seul, on lui a demandé comment elle comptait faire. Elle a dit qu'il avait une infirmière à domicile qu'on pouvait appeler. Je l'ai appelée immédiatement. Et c'est elle qui nous a expliqué pourquoi Eric souffrait de cette maladie et devait bénéficier de soins 24 heures sur 24. Quand il est né, ils n'ont pas vu tout de suite qu'il était intolérant au lactose et que le lait était du poison pour lui. Le fait de l'ignorer pendant les 5 premiers jours de sa vie a causé des dommages irréversibles. Il y a eu des poursuites pour erreur médicale et Baron et Sherin ont été dédommagés. Cet argent a été mis sur un compte en fiducie au nom du parent ayant la garde d'Eric pour ses soins médicaux. Au moment de l'agression, il y avait sur ce compte près de 900 000 $. Dans ce genre d'affaires, on fait toujours le tour du quartier pour repérer les caméras qui auraient pu filmer le suspect arrivant ou repartant. Et en l'occurrence, on a trouvé une caméra sur la façade de cet immeuble de bureau situé en contrebas de la résidence. Et cette caméra a vraiment été au cœur de l'enquête. Une fois qu'on a les images, il faut les visionner une bonne dizaine de fois pour reconstituer les faits. En visionnant les images, on a repéré un pick-up Ford F-150 de couleur bordeaux. Il remarque que, quelques minutes après les tirs, tandis que les appels pour les secours commencent à affluer, quelqu'un monte dans le pick-up et s'en va. Le suspect s'est enfui à pied vers le nord, sans doute par le tunnel qui débouche là où se trouvait le pick-up. Donc on est parti de là et on est revenu en arrière. Voilà. C'est la première fois qu'on voit le pick-up sur les images. Le pick-up arrive environ 1h40 avant l'agression. Ensuite, le pick-up descend jusqu'au parc. Il se gare en bas et on voit cet individu en sortir et remonter la rue vers le lieu de l'agression. Environ 1h15 plus tard, on voit ce mystérieux individu réapparaître. C'est juste après les tirs, vers 8h23, et on voit l'individu passer en courant. Puis on voit le pick-up repartir dans l'autre sens. Cet homme ou cette femme est peut-être le tireur. Mais le détail le plus significatif, c'est l'endroit où le pick-up est égaré. Le pick-up est égaré là où les chiens se sont arrêtés. Les chiens ont perdu sa trace là où il est remonté en voiture.
Vu l'heure d'arrivée du pick-up et l'heure à laquelle il est reparti, ce n'est pas une coïncidence. On a cherché du côté des caméras routières et on a trouvé 4 ou 5 caméras positionnées entre l'Eckpont Boulevard et l'autoroute I-90 qui permettent de suivre le pick-up. Là, on voit bien l'arrière. Il a des rails de protection très reconnaissables, en tôle d'aluminium. Phare teinté. Il était facile à suivre sur les images. Si on met sur pause, on voit qu'ils sont deux. Le passager a un t-shirt blanc. C'est un homme mince. Il a une chaîne en or autour du cou qu'on voit sur certaines images. Il a passé le bras par-dessus sa ceinture. On voit le passager, mais c'est tout à ce stade. Si on fait pause et qu'on zoome, on a une image assez nette pour zoomer et pouvoir lire la plaque d'immatriculation. Elle est au nom d'Arthur Mendes à Mount Vernon. Dès qu'on a l'adresse associée au véhicule, on décide d'aller vérifier si c'est bien le même pick-up qu'on voit à l'image. Donc, le jour même, notre brigade des opérations spéciales a envoyé des agents à Mount Vernon, à l'adresse en question, pour voir s'ils pouvaient repérer le pick-up. Ils ont pu confirmer que c'était bien le véhicule qu'on voyait à l'image. Maintenant que les inspecteurs Parrott et Granis ont trouvé le nom d'Arthur Mendes, ils essaient de glaner le maximum d'informations sur lui. On a regardé les réseaux sociaux, on a vu qu'il était marié et qu'il avait des enfants. On a essayé de déterminer s'il connaissait Baron Lee. Un homme est toujours dans un état critique après une agression par balle à Bellevue. On essaie de savoir si la police a un suspect ou a déjà arrêté quelqu'un. Le jour même, Baron a été opéré de ses multiples blessures par balle. Ses chances de survie étaient très faibles. 3 des balles qui ont touché Baron étaient traversantes. 3 ont été retirées à l'hôpital, mais les 3 restantes se sont logées dans des endroits dangereux et les extraire risquerait de le tuer. On devait partir du principe qu'on ne pourrait pas l'interroger. Je n'imaginais pas vivre sans lui. On a traversé beaucoup d'épreuves, mais on n'a jamais envisagé de se retrouver l'un sans l'autre. On a prié pour qu'il ne meure pas. Je lui ai dit qu'il allait s'en sortir. Je me souviens avoir dit « Ton heure n'est pas encore venue ». Je sais qu'il sait que je l'aime et que quand je dis quelque chose, je suis sincère. L'enquête avance vite. Plusieurs unités travaillent en parallèle pour réunir des informations. Pendant qu'une équipe continue de surveiller le pick-up d'Arthur Mendes, les inspecteurs se concentrent sur l'ex-femme de Baron Lee, Sherine Kelly. On n'avait pas vraiment de suspect à ce stade. Mais Baron et Didi étaient divorcés et avaient la garde d'enfants que leur ex voulait peut-être récupérer. Et c'était une piste à creuser. Baron et Sherine Kelly se sont mariés en 2010. Elle avait 18 ans, Baron en avait 10 de plus. C'est une situation classique. 2 personnes se marient mais n'arrivent pas à rester sur la même longueur d'onde et finissent par se détester après le divorce. Avec l'inspecteur Parrott, on est allé chez Sherine pour l'interroger. Quand Sherine ouvre la porte, elle est d'abord réticente. Elle ne fait pas confiance à la police, elle a eu de mauvaises expériences par le passé. On lui explique qu'on vient de Bellevue pour enquêter sur un crime et je me souviens qu'elle a dit « La seule personne que je connais à Bellevue, c'est mon ex et on n'est pas en contact ». Ce qui nous a paru un peu suspect puisque son fils Eric vit aussi à Bellevue. Sherine Kelly avait toujours un droit de visite, mais sa relation avec Baron était tendue. On lui annonce que quelqu'un a tiré sur Baron et elle dit « Baron s'est fait des ennemis dans le Nevada. C'est peut-être quelqu'un de là-bas qui en a après lui. » Elle a le regard vide, aucune émotion, rien du tout. Et puis elle décrète qu'elle n'a plus rien à nous dire.
On s'est intéressé de plus près à Arman, l'ex-mari de Didi. On a vérifié son casier, il n'y avait rien, il n'était pas dans l'État de Washington au moment des faits. À l'hôpital, il y a un rebondissement inattendu concernant Beron. Je m'appelle Beron Lee, j'ai reçu 9 balles. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment cru que j'allais mourir. Qu'est-ce qui se passera si je meurs? Qui s'occupera d'Eric? Qui s'occupera de ma famille? À chaque respiration, je pensais que c'était ma dernière. Quand je me suis réveillé après l'opération, j'avais mal partout. J'avais des bleus sur tout le corps, sur les bras, sur les jambes. Se faire tirer dessus comme ça et survivre, avoir une chance de reprendre sa vie, c'est un vrai miracle. La question qui m'obsédait, c'était qui a voulu me tuer? Quand j'ai parlé aux inspecteurs, je leur ai dit que quand j'ai entendu le premier coup de feu, j'ai cru que c'était un pétard. J'ai regardé sur ma gauche, il n'y avait personne. Et quand j'ai regardé à droite, le tireur était là. Il m'a touché au bras. Donc j'ai couru vers ma voiture pour essayer de monter dedans, me mettre à l'abri. Le tireur m'a couru après. Et j'ai reçu une autre balle à l'arrière de la jambe droite quand j'ouvrais la portière. Et ça m'a fait tomber. La portière était ouverte et j'étais caché derrière. Et il a fait le tour de la portière. J'ai levé les yeux et je me suis dit « Oh merde !» C'est la première chose qui m'est venue. « Oh merde !» Je vois le canon. Il me tire une balle dans la poitrine qui rentre ici et qui ressort par là. Beron se souvient que le tireur a ramassé des douilles avant de repartir. J'ai dit aux inspecteurs qu'il était sûrement en embuscade. Comme c'était une allée, s'il était arrivé par là, je l'aurais vu. Donc il était caché et il a surgi quand je me suis approché. Beron nous a raconté le déroulé des faits et on lui a demandé qui aurait pu avoir un mobile. On connaissait les tensions avec son ex-femme, donc on lui a posé la question et il a dit « Non, ça ne peut pas être elle ». Je leur ai dit que le tireur faisait à peu près ma taille, mais beaucoup plus mince que Sherine. C'était pas elle en termes de corpulence ou de façon de se déplacer. J'étais pas sûr s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, mais j'étais sûr qu'il m'attendait. Pendant que Beron récupère, la police continue de surveiller le pick-up d'Arthur Mendes et découvre que c'est son fils, Quincy, 17 ans, qui en est le conducteur principal. La question est, avait-il un lien avec Beron Lee? Dans les jours qui suivent, une unité reste à Mount Vernon pour garder un œil sur le pick-up et réunir le maximum d'infos sur Quincy Mendes. On a découvert qu'il allait au lycée de Mount Vernon et qu'il travaillait dans un magasin de pneus. Le 15 juillet, 5 jours après l'agression, la police suit Quincy jusqu'à une station-service. Et ce jour-là, il y a un autre jeune homme avec lui. Il y a deux choses notables à propos du passager. D'abord, il a une chaîne en or. Et ensuite, on remarque qu'il a passé sa ceinture de sécurité sous son bras au lieu de la laisser sur l'épaule. Or, sur les images vidéo après l'agression, le passager du pick-up avait passé sa ceinture de sécurité sous son bras. Je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir la ceinture sur l'épaule et passent leurs bras par-dessus, mais ça concerne peu de monde, probablement moins de 1% de la population. Notre unité a réussi à faire une vidéo du passager du pick-up dans le but de l'identifier. La police pense avoir trouvé le tireur. Et il est probable que Quincy Mendes l'a aidé à s'enfuir. On a contacté le lycée de Mount Vernon, on leur a montré les photos qu'on avait prises, et on a eu la confirmation que le passager s'appelait Joseph Good. On creuse un peu. Joseph et Quincy habitent tous les deux à Mount Vernon. Ils ont entre 16 et 17 ans. Quincy veut rentrer dans l'armée. Joseph, lui, est un peu moins présent sur les réseaux sociaux, mais ils ont l'air de lycéens, tout ce qu'il y a de plus normaux.
Au lycée, ils n'étaient pas du tout considérés comme de mauvais éléments. On essaie de comprendre quel mobile aurait pu avoir deux ados pour vouloir tuer Baron Lee, et on ne trouve rien qui pourrait l'expliquer. Certains pourraient se demander pourquoi on n'est pas allé les arrêter tout de suite. Mais on s'est dit que quelqu'un tirait les ficelles, et si on les arrêtait, on n'arriverait peut-être pas à retrouver cet individu, surtout s'ils refusaient tous les deux de nous parler. Ni Joseph Good, ni Quincy Mendes n'ont de lien avec Baron Lee. La police obtient la réquisition de leurs données téléphoniques et va pouvoir fouiller dans leurs textos, réseaux sociaux, e-mails, pour voir s'il y a quoi que ce soit de suspect. À ce stade, l'inspecteur Parrott, en charge de l'enquête, remplit des dizaines de demandes de réquisition pour les données numériques. Et non seulement il faut attendre la réponse, mais une fois qu'on l'a, ça représente une montagne de données à examiner. Pendant que les inspecteurs épluchent tous ces relevés, Baron entame sa longue convalescence. Quand j'ai parlé aux médecins de ma convalescence, ils m'ont dit que ça allait être long. Et ils ne savaient pas quelle était l'étendue des dégâts. Le plus gros problème, c'était mon bras droit qui était en miettes. C'est la première balle que j'ai reçue. Il était fracturé à plusieurs endroits et il pendait. J'arrivais plus à le soulever, à le bouger. Il était mort. L'objectif, c'était de me remettre sur pied le plus vite possible pour que je sorte de l'hôpital. On était en plein Covid, ils voulaient pas que je reste à l'hôpital. Ils estimaient que c'était plus risqué pour moi de rester plutôt que de rentrer chez moi pour suivre ma convalescence. Donc l'objectif, c'était de me remettre sur pied et que j'arrive à monter et descendre 2 marches, parce qu'il y avait 2 marches pour rentrer chez moi. Si j'arrivais à monter ces 2 marches, alors je pourrais rentrer chez moi. Donc c'était ça l'objectif, rentrer chez moi. Quand on m'a tiré dessus, Sophia et Ethan étaient chez leurs grands-parents, en Floride, et on voulait pas qu'ils apprennent ce qui m'était arrivé par quelqu'un d'autre. Donc le lendemain de l'opération, j'ai pris une photo debout dans ma chambre d'hôpital. Ça faisait un mal de chien, mais je voulais être debout pour montrer aux enfants que j'allais bien, que j'étais debout et pas dans un lit, à moitié mort. Je ne savais pas comment réagir sur le moment, mais mon frère m'a montré une photo de mon beau-père à l'hôpital, debout. Quand je l'ai vu, j'ai éclaté en sanglots. Je disais, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui lui a tiré dessus? Le retour à la maison a été une transition difficile. C'était plus dur pour Didi que pour moi. Pendant le premier mois, j'étais alité la plupart du temps. Pour moi, prendre soin des autres, c'est une évidence. Ce n'était pas un fardeau pour moi, et j'ai adoré faire ça. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'a fait. Elle a réussi à maintenir la cohésion de la famille sans jamais se laisser abattre. J'aurais jamais été capable de surmonter ce stress et ce traumatisme tout seul. On explique à Baron qu'on a des pistes sérieuses, mais qu'on ne peut rien lui dire. On pense que Quincy était le conducteur et que Joseph était le tireur, assis côté passager dans le pick-up. Mais on ne veut pas que ça fuite. Bien sûr, Baron est le premier concerné et il veut qu'on trouve le coupable, mais on ne peut pas être absolument sûr qu'il ne partagera pas ces informations. Les enquêteurs épluchent les données numériques de Quincy et Joseph en quête du moindre élément suspect. Au début, ils ne trouvent rien. Puis quelque chose attire leur attention. Au bout de 2 mois, l'inspecteur Parrott a obtenu la réquisition du compte iCloud de Joseph Good, sur lequel se trouvent les données de son téléphone. En fouillant dans les données de Joseph Good, on a découvert un email de Brickhouse.com, une entreprise qui vend des traceurs GPS. Là, j'ai ma petite alarme qui se déclenche. Je me dis, pourquoi un lycéen aurait besoin d'un traceur GPS? Et qui l'a acheté? La police pense que ce traceur GPS a sans doute servi à suivre Baron Lee. J'ai dit, il faut aller fouiller sa voiture. Elle était toujours au poste de police sous scellé. On est allé au garage.
J'ai regardé sous le pare-choc et par terre, il y avait un traceur GPS de Brickhouse Security. Il avait été scotché sous la voiture, mais il était tombé par terre sous la voiture. J'ai regardé l'inspecteur Parrott et j'ai dit « Sérieux? C'est le genre de truc qu'on fait nous. Il faut un mandat. » On a ramassé le traceur et le scotch qu'on a envoyé au labo pour les empreintes et les traces ADN. Et dans la foulée, on a demandé un mandat pour Brickhouse Security. Ils nous ont donné accès au registre de facturation avec les numéros de dossier et de carte de paiement. On a épluché ces documents et on a découvert que le traceur avait été vendu à Sherine Kelly. D'après la facture de Brickhouse Security, le traceur a été acheté en 2015 par Sherine Kelly. Mais il est resté inactif jusqu'au 26 juin, 2 semaines avant l'agression, jour où il a été activé. Puis il a été désactivé le 14 juillet, 4 jours après l'attaque. Ça relie le traceur à Sherine et à Joseph Good. La découverte du traceur a été le moment charnière où on a eu assez d'éléments pour arrêter Sherine, Quincy et Joseph Good pour la tentative de meurtre sur Beron Lee. Trois mois après l'agression de Beron, plusieurs unités du SWAT se préparent à intervenir au domicile de Sherine Kelly, Quincy Mendes et Joseph Good en même temps. On voulait les arrêter tous les trois dans le même laps de temps pour qu'ils n'aient pas la possibilité de se prévenir les uns les autres. Le SWAT arrive à la résidence de Sherine Kelly et attend l'ordre d'intervenir. Le hasard faisant bien les choses, juste à ce moment-là, elle sort seule de chez elle et la police saute sur l'occasion. On a pu appréhender Sherine rapidement et sans violence. Sherine Kelly, 30 ans, a été arrêtée 3 mois après avoir payé un lycéen pour tuer son ex-mari. Les inspecteurs ont fouillé son domicile. Sherine avait un fusil qu'elle avait acheté récemment, toujours dans l'emballage. Dans un coffre, ils ont découvert un revolver et d'autres armes à feu, mais aucune de calibre 380, comme l'arme utilisée contre Beron. Ils ont aussi trouvé de l'argent, des cartes de crédit et un téléphone à carte prépayé, encore emballé. Joseph Good vivait dans une maison située sur Devil's Creek Road, en dehors de Mount Vernon. Ils vont au domicile de Joseph, qui se trouve à l'écart de la route, sur un chemin très isolé. Et ils entrent pour l'appréhender. Ils emmènent Joseph au poste, puis fouillent la maison. Durant la fouille, ils trouvent le téléphone portable de Joseph ainsi que diverses munitions. Lors de la fouille, ils trouvent aussi une chaîne en or, similaire à celle que portait Joseph sur les images vidéo. Quand le SWAT arrive chez Quincy Mendes, c'est un véritable choc pour sa mère Julia, qui ne savait pas que son fils était impliqué dans une tentative d'assassinat. J'étais au travail. Je travaillais juste à côté de la maison. J'ai reçu un appel de mes voisins qui m'ont dit que le SWAT était en train d'arrêter quelqu'un. Quand c'est arrivé, j'ai pensé que c'était une erreur. Quincy s'est rendu sans résister. On a fouillé la maison et on a trouvé un pistolet semi-automatique de calibre 380, mais il appartenait à la mère de Quincy. L'arme utilisée n'a jamais été retrouvée. On pense savoir ce que c'est, mais on ne sait pas où elle est. Les parents de Quincy ne comprennent pas comment leur fils et son ami ont pu se retrouver dans cette situation. Quand on a des enfants, on devient une maman poule. On protège ses petits. C'est mon fils, je le protège. Quand j'ai vu qu'il avait peur, ça m'a fait mal, parce que je n'avais pas su le protéger. Joseph, Quincy et Sherine ont été inculpés pour tentative de meurtre. Ils ont eu de la chance que Beron s'en sorte. Sinon, ça aurait été pour meurtre avec circonstances aggravantes. Et la police les a arrêtés juste à temps, avant que Sherine ne retente sa chance.
On a découvert que début août, Sherine avait acheté un autre téléphone à carte prépayée pour communiquer avec Joseph un mois après l'agression. Elle a envoyé un message à Joseph pour lui dire « Le travail n'est pas fini, va falloir réessayer ». Et ils ont ensuite la conversation la plus polie qu'on puisse imaginer entre un tueur à gages et la personne qui l'a engagé. Le ton est poli, cordial. Ils se mettent d'accord sur la somme et il est conscient qu'il ne peut pas exiger la totalité puisque le travail n'a pas été terminé. Mais en même temps, il a des factures à régler et il doit payer le chauffeur, ce qu'elle comprend parfaitement. Et elle lui dit qu'elle peut lui payer une partie tout de suite. On va faire comme la dernière fois. Et elle lui donne des instructions très précises sur l'endroit où il pourra récupérer l'argent à Little Mount Park. C'est un parc situé au sud de Mount Vernon, où il y a un chemin, un sentier de randonnée qui mène à un point de vue d'où on peut admirer le paysage en contrebas. Et le 4 août, conformément à ses instructions très précises, Joseph se rend au parc, récupère une partie du paiement et poste une photo sur Snapchat d'un ami qui l'a accompagné, tenant en éventail les billets de $100 devant son visage. Heureusement, Snapchat sauvegarde tout. À première vue, ça paraît un peu étrange que Sherine s'associe à deux lycéens. Mais la police découvre qu'elle a fait la connaissance de Joseph par le biais de son petit frère. Sherine a un frère qui fréquente le même lycée que Joseph et Quincy. Mount Vernon est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde. C'est donc le frère de Sherine qui les a fait se rencontrer. Face à toutes ces preuves accablantes, Sherine Kelly, Joseph Good et Quincy Mendes plaident tous les trois coupables de différents chefs d'accusation. Good et Mendes sont jugés en tant qu'adultes. Baron Lee a survécu à cette tentative de meurtre, mais Mendes et Good vont devoir assumer les conséquences de leurs actes. Joseph Good a déclaré qu'on lui avait proposé $13 000 pour tuer un père de famille de Bellevue, Baron Lee. Il a ensuite recruté son ami Quincy Mendes comme chauffeur. J'arrive toujours pas à croire que Quincy ait pu faire ça. Je voulais qu'il rentre à la maison, mais il a su rester droit et il a assumé la responsabilité de ses actes. Il voulait réparer ses erreurs. Quand les inspecteurs m'ont sollicité pour Quincy, j'étais d'accord pour une sentence moins sévère. Déjà parce qu'il avait coopéré, mais parce que je ne voulais pas que sa vie soit gâchée à cause d'une décision idiote. Moi-même, quand j'étais jeune, on m'a souvent jugé pour mes erreurs. Je voulais donner à Quincy l'occasion de se racheter. Quincy a plaidé coupable de violence avec préméditation, ce qui minimisait sa participation. Joseph a plaidé coupable de tentative de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Quincy Mendes est condamné à 8 ans et 10 mois de prison. Et Joseph Good est condamné à 12 ans et 8 mois. Ils purgent tous les deux leur peine dans un centre de détention pour mineurs. Sherine Kelly a finalement plaidé coupable d'incitation au meurtre. En novembre 2023, 3 ans après l'attaque, Sherine Kelly est enfin jugée. Elle est condamnée à plus de 13 ans de réclusion. Ce que je trouve choquant dans cette affaire, ce n'est pas seulement que vous ayez tenté de faire assassiner M. Lee, mais le fait que vous ayez entraîné 2 jeunes mineurs dans cette histoire. Sherine voulait récupérer l'argent du compte ouvert au nom de mon fils et elle a été assez diabolique pour engager 2 ados pour me tuer. Elle a brisé ma vie, celle de mon fils et de ses 2 gamins, et elle a pris que 13 ans. C'est pas normal. Allez-y. On aurait pu attendre à ce que Baron en garde un certain ressentiment. Après tout, quelqu'un a essayé de le tuer. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas laissé cette expérience changer qui il est. Enchanté, Baron. Moi aussi, Julia. Arthur, enchanté. Enchanté. La vie continue. Vous étiez là le jour de la sentence. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez mon point de vue. J'en veux pas à votre fils, comme je l'ai dit au tribunal. C'était une décision idiote de sa part. Ouais.
Je voulais qu'il ait la peine la plus légère possible. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir sa vie. C'est un soulagement. C'est pour ça que je suis là, je voulais vous rassurer. Exactement. Je voulais pas que vous passiez les prochaines années à vous inquiéter. Je vous suis reconnaissante de pardonner à Quincy. Je sais qu'au fond de lui, il vous demande pardon. Comme il ne peut pas le faire lui-même, je voulais vous remercier. Quand il sortira, ce sera à lui de décider s'il veut reprendre sa vie en main. J'ai grandi en famille d'accueil et j'avais beaucoup de colère en moi. Mais la seule personne qui en souffrait, c'était moi. J'avais pas envie d'en vouloir à ces garçons. Sur le net, on m'appelle le 50 Cent asiatique parce qu'on m'a tiré dessus 9 fois comme 50 Cent. Elle est rentrée par là et est ressortie par là. Celle-là est rentrée par là et est ressortie par là. Là, il y a une balle. J'aurais pu la faire retirer, mais je l'ai pas fait. Ça fait une super histoire à raconter. Je trouve ça assez incroyable que Beron soit ressorti de cette épreuve, non seulement en bonne santé, mais qu'en plus, il essaye de faire bouger les choses et d'aider les autres dans le même genre de situation. Ça aurait été irresponsable de ma part de ne rien faire après avoir survécu à une telle tragédie. Je fais partie du conseil d'administration d'une association baptisée Route 21. Nous rémunérons de jeunes adultes qui ont vécu en famille d'accueil pour devenir mentors de jeunes dans la même situation. On veut leur fournir les outils pour s'en sortir une fois adultes. Ces jeunes n'ont plus leurs parents pour leur apprendre tout ça. Donc on veut se substituer à eux. C'est un super programme et je suis content de pouvoir contribuer à changer les choses. Eric va avoir 10 ans ce mois-ci. Sophia a eu 14 ans en décembre. Je pense que Dieu l'a protégé parce que ce n'était pas son heure et qu'il avait encore des choses à accomplir. Il ne devait pas mourir ce jour-là. C'est un miracle qu'il soit en vie et pas dans un fauteuil roulant. On se rend compte à quel point la vie est précieuse. Il faut profiter de la vie, chaque jour, à chaque instant. Ma devise, c'est « La vie me donne des coups, mais je me relève toujours ». Dis au revoir. Au revoir, Eric. Ok. Dans une petite ville tranquille, nichée entre une rivière aux eaux calmes et des collines couvertes d'arbres fruitiers, il y avait un supermarché qui ne payait pas de mine. Ce n'était pas un grand centre commercial, ni un lieu de passage bruyant et impersonnel. C'était un supermarché de quartier, avec ses rayons un peu étroits, ses lumières parfois vacillantes, ses chariots qui grinçaient quand on les poussait. Les habitants du coin y venaient depuis des années, par habitude plus que par nécessité, parce qu'ils savaient que là-bas, ils reconnaîtraient des visages, qu'ils croiseraient dans ceux des voisins, et qu'ils se sentiraient un peu moins seuls. Derrière l'une des caisses, toujours la même, toujours à la même place, travaillait une femme. On l'appelait simplement Madame Claire. Elle n'était ni particulièrement jeune, ni particulièrement vieille. Ses cheveux, d'un brun légèrement grisonnant, étaient attachés en queue de cheval et ses mains, usées par des années de travail, bougeaient avec une lenteur douce mais sûre sur la caisse. Elle ne se pressait jamais, mais on n'avait pas l'impression d'attendre avec elle. Au contraire, on sentait une forme de calme, comme si son rythme était celui d'un cœur qui battait paisiblement. Les clients disaient souvent « Je préfère passer par sa caisse. Même si la file est plus longue, je préfère attendre. » Parce que Claire, elle ne faisait pas qu'encaisser. Elle regardait les gens. Elle les regardait vraiment. Ses yeux bleus, un peu fatigués, savaient voir au-delà des sacs de courses, au-delà des billets froissés et des pièces qui tintaient. Elle voyait la solitude, l'inquiétude, parfois la honte de ceux qui comptaient leur monnaie avec hésitation. Et c'est dans ces moments-là, presque imperceptibles, qu'elle posait son geste discret. Cela avait commencé depuis longtemps. Quand un client tendait une pièce de 2 € pour régler un montant d'1,90 €, oui, elle rendait 20 centimes au lieu de 2.
Quand une mère cherchait longtemps dans son sac pour compléter les quelques centimes qui manquaient, Claire refermait la caisse en souriant. « C'est bon, ça ira. » Elle ajoutait toujours 2, 3, parfois 5 centimes de plus, des montants insignifiants, si petits qu'ils passaient inaperçus pour les autres, mais pas pour celui qui les recevait, parce que ce n'étaient pas seulement des pièces. C'était une façon de dire « Je sais que c'est dur, je sais que tu comptes, je sais que chaque détail compte, et je veux t'aider, même un tout petit peu. » Personne ne savait exactement pourquoi elle faisait ça. Certains disaient que c'était un geste d'habitude, d'autres murmuraient qu'elle le faisait parce qu'elle connaissait ce que c'était que de manquer. Mais tous, sans exception, en sortaient avec une impression étrange. Ce n'était pas la valeur de l'argent qui comptait, c'était le regard de Claire, ce regard qui semblait leur dire qu'ils avaient encore de la dignité, qu'ils n'étaient pas seulement des portefeuilles trop légers ou des clients pressés. Le supermarché, pourtant, n'était pas un lieu tendre. Derrière les néons blafards, il y avait les règles strictes, les horaires pesants, les managers qui surveillaient tout, les caméras au plafond. Pourtant, semaine après semaine, année après année, Claire avait réussi à faire de sa caisse une petite enclave humaine. Elle accueillait chaque visage avec un mot simple, un mot vrai. Aux personnes âgées, elle demandait si elles avaient bien dormi. Aux enfants, elle glissait une sucette ou un autocollant qu'elle gardait dans sa poche. Aux hommes pressés, elle disait d'une voix tranquille « Rien ne presse vraiment, vous savez. » Et chacun repartait en sentant qu'il avait eu, l'espace d'un instant, une parenthèse différente de la routine. Un soir d'hiver, alors que la nuit tombait tôt et que la pluie frappait fort contre les vitres automatiques de l'entrée, une vieille femme arriva avec un panier presque vide. Juste un pain, 1 litre de lait et une boîte de soupe en conserve. Elle tremblait un peu, comme si le froid s'était glissé jusque dans ses os. Quand Claire annonça le total, la vieille femme posa une poignée de petites pièces sur le tapis roulant, lentement, presque avec honte. Il manquait quelques centimes. Le silence derrière elle, dans la file d'attente, devint un peu pesant. Alors Claire referma la caisse et dit doucement « C'est parfait, ça ira comme ça. » Elle rendit 10 centimes de plus et ajouta, comme si de rien n'était, « Tenez, je vous ai mis le ticket dans le sac. » La vieille femme la regarda, les yeux brillants, incapable de dire un mot. Elle serra juste le sac contre elle et repartit en silence. Un petit garçon, juste derrière dans la file, demanda à sa mère « Pourquoi elle a donné plus ?» Et la mère répondit en chuchotant « Parce que parfois, donner un peu plus, c'est donner beaucoup. » Ces gestes, Claire les faisait sans attendre rien en retour. Mais dans la petite ville, peu à peu, une réputation s'était construite autour d'elle. On disait « Passe par la caisse de Claire, tu verras, elle a quelque chose de différent. » Certains pensaient qu'elle faisait ça par bonté. D'autres, plus cyniques, imaginaient que c'était une stratégie, une façon de se faire aimer. Mais ceux qui la connaissaient savaient qu'il n'y avait rien de calculé. Claire ne cherchait ni reconnaissance, ni applaudissements. Elle cherchait seulement à alléger, par de minuscules gestes, le poids que la vie mettait sur les épaules des autres. Et puis, il y avait son sourire. Ce sourire un peu discret, presque timide, qui apparaissait quand elle glissait les centimes de plus. Pas un sourire de façade, pas un sourire commercial. Un sourire qui ressemblait à une complicité silencieuse, comme un secret partagé entre 2 personnes. Ceux qui repartaient avec ces quelques pièces supplémentaires savaient, au fond d'eux, qu'ils avaient reçu bien plus qu'une monnaie, ils avaient reçu un peu de chaleur humaine. Dans une époque où tout semblait compté, vérifié, contrôlé, où chaque centime avait sa place dans les caisses automatiques et les logiciels de gestion, Claire incarnait une résistance douce. Elle rappelait, par ses gestes minuscules, que l'humanité ne disparaît pas dans les chiffres, qu'il reste toujours une place pour le cœur. Et ce cœur-là, lentement, battait au rythme de ses journées, derrière cette caisse numéro 3, où tant d'histoires silencieuses s'étaient croisées. Le matin, la ville s'éveillait lentement. Les façades encore humides de rosée, les trottoirs encore froids, les premiers pas hésitants des passants qui se dirigeaient vers leur routine. Au supermarché, l'odeur du pain chaud sortait de la petite boulangerie attenante, et le bruit métallique des grilles qu'on relevait annonçait une nouvelle journée.
Claire arrivait toujours tôt, avant l'ouverture. Elle avait ses gestes précis. Elle enfilait sa veste de travail, rangeait ses affaires dans son casier, ajustait ses cheveux d'une main distraite, puis se dirigeait vers la caisse numéro 3. Comme un pianiste s'assoit à son instrument, comme un peintre prépare ses pinceaux. Pour elle, c'était presque un rituel. Les néons s'allumaient un à un, inondant les rayons de leur lumière crue. Le silence du matin laissait place au bruit familier, le bip des scanners, les chariots qu'on déplaçait, les conversations qui commençaient à naître. Et parmi tout cela, Claire installait son monde discret. Elle vérifiait la caisse, comptait les billets, alignait les rouleaux de tickets. Mais surtout, elle respirait profondément, comme pour se préparer non pas au travail mécanique, mais à ce qui comptait vraiment, les visages qu'elle allait croiser. Il y avait d'abord les habitués du matin, ce vieux monsieur qui achetait toujours le même journal et une baguette bien cuite. Il la saluait d'un signe de tête, presque militaire, et Claire lui répondait d'un sourire doux. Elle savait qu'il vivait seul depuis longtemps, qu'il ne parlait à presque personne. Alors elle prolongeait toujours un peu le moment. « Vous avez lu l'article sur les jardins ? Ça doit vous plaire, vous qui aimez vos fleurs. » Il hochait la tête, parfois ajoutait quelques mots, ce n'était pas grand-chose, mais pour lui, c'était une façon de commencer la journée autrement que dans le silence. Puis venait une mère débordée, traînant 2 enfants encore ensommeillés, leurs cartables à moitié ouverts, leurs cheveux en bataille. Claire passait les articles avec une lenteur volontaire, donnant aux enfants le temps de se réveiller, de sourire, en voyant une petite sucette glisser discrètement dans le sac. La mère, les yeux fatigués mais reconnaissants, soufflait un merci presque inaudible. Claire hochait la tête. Elle comprenait. Elle savait ce que c'était que de courir, de manquer de temps, d'avoir peur que tout s'effondre si l'on ne tenait pas. Chaque visage racontait une histoire, et Claire, derrière sa caisse, les recueillait tous, sans jamais juger. Elle les accueillait avec cette douceur rare qui ne cherche pas à percer les secrets, mais simplement à les porter un instant. Ce jour-là, en milieu de matinée, un homme entra. Grand, vêtu d'un manteau sombre, il marchait vite, comme pressé par une urgence invisible. Ses traits étaient tirés, ses yeux fixaient le sol. Dans son panier, seulement quelques produits de base, du riz, un paquet de pâtes, une bouteille d'eau. Quand il arriva à la caisse, il évita le regard de Claire. Elle annonça doucement le montant. L'homme sortit un billet froissé, et Claire vit ses mains trembler légèrement. Elle rendit la monnaie, mais ajouta quelques pièces de plus, comme elle le faisait toujours. Cette fois, l'homme leva les yeux. Un regard surpris, presque méfiant, puis troublé. Vous êtes trompé, dit-il d'une voix basse. Claire répondit calmement. Non, c'est bien, gardez-les. Un silence lourd suivit, l'homme resta figé, comme incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, d'un geste brusque, il prit le sac et partit sans un mot de plus. Ce soir-là, Claire y pensa encore. Elle savait qu'il reviendrait peut-être. Ou pas. Mais elle avait vu, l'espace d'une seconde, la fissure dans son armure. Ce regard qui disait plus que 1000 mots. Elle savait que parfois, une pièce de 10 centimes peut peser plus qu'un lingot d'or quand elle est donnée avec sincérité. Les semaines passèrent. La routine reprit. Et pourtant, derrière cette caisse, chaque journée avait sa nuance. Une petite étincelle dans un visage, un sourire fugace, une larme retenue. Claire les recueillait comme on cueille des pétales fragiles sans jamais les froisser. Elle savait qu'elle n'était qu'une caissière, qu'elle n'avait pas le pouvoir de changer la vie des gens. Mais elle savait aussi qu'elle pouvait allumer une lumière minuscule qui accompagne un pas de plus. Un samedi, alors que le magasin débordait de clients, une adolescente arriva avec un panier rempli de produits cosmétiques bon marché. Elle sortit un porte-monnaie, compta ses pièces avec application et réalisa qu'il lui manquait quelques centimes. Le rouge monta sur ses joues, elle balbutia « Je vais en reposer un. » Claire, sans hésiter, dit doucement « Non, gardez tout, c'est bon. » Elle rendit même un peu plus de monnaie que prévu. L'adolescente leva sur elle des yeux pleins de gratitude. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était le fait de ne pas être humiliée devant les autres. Claire le savait. Elle l'avait empêché de se sentir moins que rien. Dans la file, certains souriaient, d'autres haussaient les épaules, mais une vieille dame, derrière, dit à mi-voix «
Elle a de la chance d'être tombée sur vous. » Claire répondit avec ce sourire discret qui lui appartenait. « Non, ce n'est pas de la chance, c'est juste un peu d'attention. » Au fil du temps, des histoires comme celle-ci se multipliaient. Et même si les gens n'en parlaient pas toujours, chacun repartait avec une sensation étrange. Ce supermarché ordinaire abritait quelque chose d'invisible, une douceur qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et pourtant, Claire n'était pas une sainte. Elle avait ses propres fatigues, ses soirs de solitude, ses matins lourds. Parfois, en rentrant chez elle, elle s'asseyait dans le silence de son petit appartement et laissait couler ses larmes. Parce que donner chaque jour un peu de soi n'efface pas ses propres blessures. Mais elle croyait profondément que la bonté, même fatiguée, restait la plus grande force. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que les vitres du supermarché reflétaient la lumière dorée, un client s'approcha de la caisse avec hésitation. C'était le même homme au manteau sombre, celui qui avait semblé troublé par ses centimes en plus. Cette fois, il la regarda droit dans les yeux. Il posa ses articles, puis sortit une petite enveloppe. « C'est pour vous, » dit-il. Claire resta interdite. L'homme insista. « Ouvrez après. » Il régla ses courses, puis s'en alla rapidement. Quand le magasin se vida et que Claire eut terminé son service, elle prit l'enveloppe dans ses mains. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas de cadeau. Seulement une petite feuille pliée avec quelques mots tremblés. « Merci. Vous ne savez pas ce que vous avez fait ce jour-là. Je pensais que plus rien n'avait de valeur. Mais vous m'avez rappelé que quelqu'un pouvait encore donner, même un rien. Ces centimes, c'était plus que de l'argent. C'était une preuve que le monde n'était pas complètement éteint. » Claire relut plusieurs fois la lettre. Ses yeux se brouillèrent. Elle la rangea précieusement dans son sac comme un trésor silencieux. Elle sut alors que ses gestes, si petits qu'ils paraissaient, avaient une portée bien plus grande qu'elle ne l'aurait imaginé. Et au fond d'elle, une conviction se renforça. Ce ne sont pas les grandes actions héroïques qui changent le monde. Ce sont les gestes minuscules, répétés chaque jour, qui tissent une trame invisible, une trame faite de chaleur, de dignité rendue, d'humanité partagée. La caisse numéro 3 n'était pas seulement un lieu de passage. Elle était devenue un point de rencontre entre des existences fragiles et une main discrète qui disait « Vous comptez ». Les jours défilèrent, et dans ce supermarché aux allées étroites, la caisse numéro 3 continuait de battre comme un petit cœur discret. Chaque matin, les mêmes gestes, les mêmes bruits, et pourtant, toujours de nouvelles histoires, de nouveaux visages, de nouvelles émotions suspendues dans l'air. Claire avait appris à reconnaître, parfois dès la manière dont une personne approchait le tapis roulant, si cette journée-là allait être lourde ou légère pour elle. Un pas pressé, un souffle coupé, un silence trop long avant de sortir son portefeuille. Tout cela parlait, plus que les mots. Un mercredi pluvieux, alors que les parapluies dégoulinaient à l'entrée et que le sol devenait glissant, une jeune femme arriva avec 2 sacs à moitié remplis. Ses cheveux collaient à son visage, son manteau était trempé, et ses yeux, rougis, semblaient trahir une nuit sans sommeil. Elle posa les articles en silence. Des couches, du lait en poudre, quelques pommes. Claire comprit aussitôt que derrière cette liste simple se cachait une fatigue immense. Le total s'afficha, et la jeune femme se mit à chercher fébrilement dans son sac. Des pièces tombèrent, roulèrent sur le sol. Les clients derrière attendaient, certains soupiraient déjà. Mais Claire, au lieu d'accélérer, ralentit encore davantage. Elle se pencha doucement, ramassa une pièce, la posa sur le tapis avec un sourire tendre comme pour dire « ce n'est pas grave ». Quand la somme fut presque atteinte, il manquait quelques centimes. La jeune femme baissa la tête, prête à retirer un article. Claire referma la caisse d'un geste tranquille. « C'est parfait comme ça ». Et elle rendit même un peu plus. La jeune mère releva la tête. Ses lèvres tremblaient, ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle murmura seulement « Merci ». Mais dans ce mot, il y avait tout. La fatigue, la reconnaissance, la honte mêlée à un soulagement immense. Claire hocha doucement la tête, comme pour lui donner la permission de se sentir digne malgré la difficulté. La file derrière resta silencieuse, comme si chacun avait compris que dans ce moment, il n'y avait pas à juger, seulement à respecter. Un vieil homme, témoin de la scène, dit ensuite à voix basse en rangeant ses achats.
Si tout le monde faisait comme vous, madame, le monde serait moins dur. Claire ne répondit pas. Elle savait que ses gestes n'étaient pas grand-chose, mais elle savait aussi qu'ils portaient un poids invisible que d'autres pouvaient sentir. Un autre jour, ce fut un groupe d'adolescents bruyants qui passa à sa caisse. Ils riaient fort, se poussaient, faisaient une mine de ne pas avoir assez pour payer les boissons et les biscuits qu'ils avaient pris. Derrière leur rire, Claire vit la gêne. Ils avaient voulu s'offrir un moment de fête, mais n'avaient pas tout calculé. Elle scanna les articles avec calme, annonça le total, et quand ils lui tendirent la somme manquante, elle ajouta discrètement les quelques pièces nécessaires. L'un des garçons la regarda avec étonnement, puis, pour la première fois depuis qu'il était entré, eut un sourire sincère, un sourire d'enfant et non de bravade. « Merci, madame, » dit-il simplement. Elle répondit « Profitez de votre soirée. » Ils partirent en courant, plus légers qu'en arrivant. Claire savait que pour certains, ce n'était que quelques centimes. Pour elle, c'était une façon de dire « Je vous vois, même dans vos maladresses, même dans vos excès. » Parce qu'au fond, chacun cherche à être reconnu, à se sentir important, même l'espace d'un instant. Et puis, il y avait les personnes âgées, celles qui comptaient lentement leurs pièces, celles qui vérifiaient 2 fois leur ticket, celles qui avaient peur de se tromper. Claire les accueillait toujours avec patience. Elle savait que, pour elle, la caisse était parfois le seul lieu où elle parlait vraiment à quelqu'un dans la journée. Alors elle prenait le temps, elle les écoutait raconter la météo, leurs douleurs, leurs souvenirs, et chaque fois qu'elle ajoutait quelques centimes, elle le faisait avec la délicatesse de quelqu'un qui rend un peu de dignité. Parce que vieillir, c'est souvent avoir l'impression de coûter trop cher, d'être un fardeau, et elle voulait leur rappeler qu'ils avaient encore de la valeur. Un soir d'automne, alors que les feuilles s'accumulaient devant l'entrée, un client inattendu passa. C'était un jeune homme, vêtu simplement, avec un sac à dos usé. Il semblait de passage, un voyageur ou peut-être quelqu'un sans domicile stable. Il posa sur le tapis quelques aliments très basiques. Du pain, une boîte de sardines, une pomme. Quand le total s'afficha, il sortit une poignée de pièces étrangères, mélangées, des centimes qui n'avaient pas cours ici. Claire comprit tout de suite. Sans un mot, elle encaissa comme si de rien n'était, glissa les articles dans un sac et lui rendit une monnaie correcte. Le jeune homme resta figé, surpris, comme s'il n'avait pas cru possible de passer ce moment sans être humilié. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Il finit par hocher la tête, un peu maladroitement, avant de quitter le magasin. Ce soir-là, Claire rentra chez elle en pensant à lui. Elle se demanda où il dormirait, si quelqu'un l'attendait quelque part. Elle pensa à ses propres enfants, grands maintenant, partis vivre ailleurs, et à ce vide dans son appartement qui pesait certains soirs. Elle se dit que peut-être ce geste minuscule avait été pour lui une façon de se sentir encore accueilli dans ce monde. Parce que, au fond, c'était cela, le secret de ces centimes en plus. Ils n'étaient pas une erreur de caisse, pas un simple cadeau. Ils étaient un langage silencieux, une manière de dire « Vous existez, vous comptez, vous n'êtes pas invisible ». Un dimanche matin, à l'ouverture, un petit garçon entra avec son père. Ils achetèrent un gâteau simple, quelques bougies. Le père expliqua, presque gêné. « C'est son anniversaire aujourd'hui. On n'a pas prévu grand-chose. » Claire sourit au garçon et lui dit « Joyeux anniversaire ». Puis, quand elle rendit la monnaie, elle glissa quelques pièces de plus, comme si c'était un cadeau symbolique. Le garçon éclata d'un rire clair et dit « Papa, regarde, c'est comme si elle m'offrait de la chance. » Le père la remercia d'un regard discret, mais lourd de sens. Claire sut que dans ce foyer-là, même une petite fête devenait une montagne à gravir, mais elle avait offert un éclat de lumière, une étincelle d'enfance. Et dans ces instants-là, elle sentait que son travail dépassait les articles scannés et les tickets imprimés. Elle n'était pas seulement caissière. Elle était, à sa manière, un fil invisible entre des vies dispersées, un rappel que l'humanité se cache dans les détails. Les collègues de Claire, parfois, la regardaient avec étonnement. Certains ne comprenaient pas pourquoi elle prenait ce risque, parce que oui, elle savait que si les responsables s'en apercevaient, ils pourraient la réprimander. Mais elle persistait. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda un jour une jeune caissière. Claire répondit simplement « Parce qu'un jour, j'ai été de l'autre côté, et quelqu'un m'a tendu la main. »
Elle n'en dit pas plus. Mais ses yeux, à cet instant, portaient un souvenir profond, une blessure ancienne qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer. Et ceux qui avaient reçu ses gestes, ceux qui avaient vu son sourire timide et ses centimes en plus, repartaient toujours avec quelque chose de différent dans le cœur. Parfois, ils en parlaient. Parfois, ils gardaient cela pour eux, comme un secret précieux. Mais tous savaient qu'ils avaient croisé ce jour-là plus qu'une caissière, une présence humaine, discrète et lumineuse. L'hiver s'installait peu à peu dans la petite ville. Les matins devenaient plus sombres. Le givre recouvrait les vitres des voitures et les passants se hâtaient, les épaules rentrées dans leurs manteaux. Au supermarché, les rayons se remplissaient de chocolat, de décorations, de produits de fête. Les affiches promettaient des moments magiques et des repas inoubliables. Mais Claire savait que derrière ces promesses de papier glacé se cachaient, pour beaucoup, des angoisses silencieuses. Parce que Noël, avec ses lumières et ses chants, peut être cruel pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'ont plus personne à attendre. Elle voyait défiler ces clients-là, les regards qui s'attardaient devant les boîtes de chocolat trop chères, les mains qui reposaient discrètement une bouteille de vin, après avoir calculé trop vite, les enfants qui tiraient sur les manches de leurs parents en montrant un jouet, et les parents qui détournaient les yeux. Incapables de dire non, mais obligés de refuser. Claire, dans sa caisse numéro 3, accueillait ces scènes avec une douceur infinie. Et quand elle pouvait, elle glissait un peu plus. Une pièce, 2, parfois davantage, comme pour dire que cette fête ne soit pas entièrement fermée pour vous. Un soir, une femme âgée, aux cheveux blancs, coiffée en chignon, posa sur le tapis un petit paquet de biscuits et une bougie. Rien d'autre. Claire annonça le total, et la femme paya avec des pièces soigneusement comptées. Quand elle eut fini, Claire ajouta discrètement quelques centimes de plus dans sa main et dit doucement « Joyeuse fête à vous ». La vieille femme la regarda longtemps, ses yeux se remplissant de larmes silencieuses. « Merci, ma fille », murmura-t-elle, avant de s'éloigner d'un pas lent. Claire sentit son cœur se serrer. Elle imagina cette femme allumant seule sa bougie, mangeant ses biscuits en silence. Et elle pria intérieurement pour que, dans cette solitude, un peu de chaleur subsiste. Quelques jours plus tard, un père de famille arriva avec 2 enfants. Ils avaient dans les bras un petit sapin en pot, quelques guirlandes bon marché et un paquet de pâtes. Claire comprit qu'il voulait malgré tout créer une atmosphère de fête, même si les moyens manquaient. Le total dépassa légèrement ce que le père avait préparé. Il sortit un billet de plus, mais Claire rendit davantage de monnaie qu'elle n'aurait dû. L'homme la regarda, surpris. Elle lui répondit d'un sourire discret, comme pour dire « Ce n'est rien ». Les enfants, eux, ne remarquèrent rien. Mais ce soir-là, peut-être, en décorant leur petit sapin, ils eurent un peu plus de joie grâce à ce geste invisible. La caisse de Claire devenait, en ces semaines, un refuge silencieux. Là où la pression de consommer se heurtait à la réalité des vies modestes, elle offrait un souffle, une respiration. Les gens repartaient avec plus que leur sac. Ils repartaient avec l'impression d'avoir été compris, même sans avoir tout dit. Un matin de décembre, alors que la neige tombait doucement dehors, un adolescent s'approcha. Il portait un blouson trop grand, ses joues étaient rougies par le froid. Il posa quelques articles simples. Du pain, un pot de confiture, une boîte de cacao. Il sortit son portefeuille, hésita, puis demanda d'une voix timide « Excusez-moi, est-ce que ça suffit ?» Claire calcula vite. Il manquait un peu. Elle dit doucement « Oui, c'est parfait ». Elle glissa même quelques pièces dans sa main comme un cadeau discret. L'adolescent leva sur elle un regard d'une intensité rare. « Merci, madame », souffla-t-il, et Claire sentit que ce merci venait de loin, d'un endroit profond où les blessures de la jeunesse se mêlaient à la honte de manquer. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensa à ce garçon. Elle se demanda quelle histoire se cachait derrière ce blouson trop grand, derrière ses yeux timides. Peut-être vivait-il avec peu, peut-être essayait-il de prendre soin de quelqu'un d'autre. Elle ne saurait jamais. Mais elle sut qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. Lui rappeler qu'il avait le droit de demander,
le droit d'exister sans être jugé. Un jour, l'un de ses collègues l'a surpris en train de rendre plus que prévu. Après le passage du client, il lui dit à mi-voix « Tu prends des risques, tu sais. S'ils s'en aperçoivent, tu pourrais avoir des problèmes. » Claire le regarda calmement. « Je le sais, » répondit-elle, « mais il y a des risques qui valent la peine d'être pris. » Le collègue secoua la tête, incrédule. Pourtant, au fond de lui, il ressentait peut-être une pointe d'admiration, ou même d'envie. Parce que chacun, en vérité, rêve de pouvoir agir avec cette liberté, de pouvoir faire passer l'humain avant la règle. Et parfois, ce courage inspire. Un mois plus tard, la même collègue, plus jeune, fit la même chose. Elle ajouta quelques centimes en rendant la monnaie à une vieille dame qui tremblait. Claire le vit, mais ne dit rien. Elle sourit seulement, parce que la bonté est contagieuse. Elle se propage en silence, sans bruit, sans tambour. Les jours précédant Noël, le magasin était plein à craquer. Les gens se pressaient, les caddies débordaient, les fils s'allongeaient. Et au milieu de ce chaos, Claire gardait sa lenteur douce. Elle prenait le temps de regarder chacun, même quand les clients derrière s'impatientaient, parce qu'elle savait que la précipitation n'apportait rien de bon. Elle scannait les articles avec la même attention que toujours, glissait un sourire, une parole, un geste discret. Et dans cette frénésie, un homme s'arrêta devant elle. Il était bien habillé, ses courses étaient abondantes. Mais au moment de payer, il dit avec une sincérité étonnante « Je voulais juste vous dire merci, ma mère m'a parlé de vous. Elle est venue plusieurs fois ici, et chaque fois, elle rentrait en me disant « Cette caissière, elle a quelque chose, elle donne plus qu'elle ne prend. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais je crois que je comprends, maintenant. Claire, surprise, rougit légèrement. Elle répondit d'une voix basse « Je ne fais rien d'extraordinaire. » L'homme secoua la tête. « Pour vous, peut-être, mais pour nous, ça change tout. » Puis il s'éloigna, laissant Claire avec ce poids doux dans le cœur, celui de savoir que ses gestes la dépassaient, qu'il voyageait au-delà de ce comptoir métallique. Et ce soir-là, alors qu'elle fermait sa caisse, que les néons s'éteignaient un à un, Claire pensa à tout cela. À ces centimes devenus symboles, à ces regards croisés, à ces vies effleurées. Elle sentit une chaleur l'envahir, malgré la fatigue et le froid dehors. Parce qu'elle savait qu'au fond, ce qu'elle semait chaque jour, ce n'était pas de l'argent, c'était de la mémoire. Une mémoire qui resterait dans les cœurs longtemps après que les pièces auraient disparu. Le froid de janvier enveloppait la petite ville comme un manteau lourd. Les trottoirs craquaient sous le givre, les vitres des maisons se couvraient de motifs de glace, et les passants marchaient la tête baissée, pressés de retrouver un peu de chaleur. Dans le supermarché, le contraste était saisissant. Les néons diffusaient une lumière artificielle, les rayons étaient pleins, et les allées bruissaient de pas, de voix, du bip régulier des caisses. Pourtant, derrière la caisse numéro 3, le rythme restait le même. Celui de Claire, lent, attentif, humain. Chaque matin, elle enfilait son uniforme avec ce geste familier, celui qui n'a plus rien d'un habit mais qui devient presque une seconde peau. Elle ouvrait sa caisse, comptait, installait son petit monde. Mais plus que l'argent ou les tickets, c'étaient les visages qu'elle attendait. Elle savait qu'ils viendraient, les connus et les inconnus, avec leurs sacs et leurs histoires silencieuses. Et elle se préparait, non pas à encaisser, mais à accueillir. Ce jour-là, la file avançait doucement. Une femme jeune, à peine 20 ans, posa sur le tapis quelques courses modestes. Des pâtes, une brique de lait, une boîte de biscuits premier prix. Ses mains tremblaient légèrement quand elle sortit son portefeuille. Elle paya en silence, et Claire, comme à son habitude, rendit un peu plus que nécessaire. La jeune femme leva les yeux, surprise. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, puis elle murmura, presque pour elle-même, « On ne m'a pas fait de cadeau depuis longtemps. » Claire sourit doucement et répondit « Alors, prenez celui-ci. » Derrière cette phrase simple, il y avait une vérité lourde. Combien de personnes, dans leur quotidien, vivent des jours sans douceur, sans gestes inattendus, sans cadeaux, même minuscules. Claire savait que ce n'était pas la valeur des pièces qui comptait, mais l'intention derrière elles. Et dans ce moment fragile, elle avait offert plus qu'une monnaie. Elle avait offert un signe que quelqu'un pensait encore à elle. Plus tard dans la journée, ce fut un homme âgé qui arriva. Son manteau était élimé,
son chapeau usé par le temps. Il avançait lentement, appuyé sur une canne. Sur le tapis, il posa quelques pommes et un petit pain. Claire annonça le prix, et l'homme sortit une vieille bourse en cuir. Il en sortit des pièces une à une, en les comptant longuement. Le silence s'épaissit dans la file, certains clients s'impatientaient, mais Claire, elle, resta immobile, attentive. Quand il eut fini, il manquait 2 centimes. Il leva les yeux, gêné, prêt à reposer une pomme. Claire referma la caisse. « C'est bon, monsieur, gardez vos pommes. » Et elle glissa même 5 centimes de plus dans sa main. L'homme la fixa, interdit, puis ses yeux se remplirent d'yeux. « Vous me rappelez ma fille, » dit-il dans un souffle. Elle faisait toujours ça avant. Claire sentit son cœur se serrer. Elle ne répondit pas, elle hocha seulement la tête, respectant ce souvenir, cette douleur qui avait affleuré. Dans ces instants-là, elle comprenait à quel point un geste, même infime, peut réveiller des mémoires profondes. Et parfois, offrir un peu plus, c'était comme rendre la présence d'un être perdu, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Les jours passaient, et chaque client apportait une nuance nouvelle. Un enfant rieur, une mère fatiguée, un homme pressé, une adolescente timide. Tous, en franchissant sa caisse, recevaient ce quelque chose d'invisible que Claire avait choisi de semer. Et cette graine, elle savait qu'elle pouvait pousser dans des cœurs parfois desséchés par la solitude. Un soir, alors que la nuit était tombée depuis longtemps, un client particulier apparut. Il portait un uniforme de travail, couvert de poussière et de sueur. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux fatigués. Dans son panier, juste un sandwich et une canette. Il tendit un billet, et Claire, en rendant la monnaie, ajouta quelques pièces supplémentaires. L'homme fronça les sourcils. « Vous vous trompez, » dit-il d'une voix lasse. Claire répondit simplement « Non, c'est juste que vous avez sûrement eu une longue journée. » L'homme resta figé, puis ses lèvres tremblèrent. « Oui, une très longue journée. » Il prit le sac, la remercia d'un signe de tête et partit. Claire comprit qu'il n'avait pas seulement pris son repas. Il avait emporté avec lui une reconnaissance, une attention qu'il n'avait pas trouvée ailleurs. Et chaque fois, c'était la même chose. Elle ne cherchait pas à changer la vie des gens. Elle savait que ses gestes ne payaient pas les factures, ne guérissaient pas les maladies, n'effaçaient pas les deuils. Mais elle savait aussi qu'ils allégeaient un instant, qu'ils rappelaient aux autres qu'ils n'étaient pas seuls dans ce monde pressé et indifférent. Il y eut aussi ce matin d'hiver où un enfant entra seul, avec une petite liste froissée. Il posa sur le tapis un paquet de farine, du sucre, un petit pot de confiture. Claire l'observa avec attention. Il sortit de sa poche quelques pièces, comptées avec sérieux. Le montant ne suffisait pas. L'enfant baissa la tête, prêt à reposer un article. Claire lui rendit tout et ajouta même une petite pièce brillante sur le tapis. « C'est ton porte-bonheur », dit-elle en souriant. L'enfant leva sur elle des yeux étonnés, puis éclata d'un rire clair. « Merci !» Ce rire résonna longtemps dans le cœur de Claire, comme une lumière dans une journée grise. À travers ces rencontres, elle savait qu'elle construisait quelque chose d'invisible. Pas une richesse matérielle, mais un trésor d'humanité. Chaque centime donné en plus devenait une preuve silencieuse que la bonté existe encore, qu'elle se glisse dans les gestes ordinaires, qu'elle se cache dans les détails que beaucoup jugent insignifiants. Parfois, en rentrant le soir, elle s'asseyait dans son petit salon, une tasse de thé entre les mains, et elle pensait à toutes ces personnes croisées. Elle se souvenait de leur visage, de leur voix, de leurs regards surpris, et elle se disait que chacun d'eux, peut-être, avait ressenti un peu de chaleur qu'il n'attendait pas. Cela suffisait à donner un sens à ses journées. Elle repensa aussi à sa propre histoire, à ces années où elle avait dû compter chaque pièce, où elle avait eu peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, où la honte l'avait parfois envahie devant une caisse semblable à la sienne. Elle se souvenait de ce jour, longtemps auparavant, où une caissière lui avait dit discrètement « Ce n'est pas grave, ça ira ». Adette, ce geste minuscule avait allégé son cœur, lui avait rappelé qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Depuis, elle avait décidé que, si un jour elle en avait l'occasion, elle ferait de même. Et elle le faisait, jour après jour, comme une promesse tenue à cette version d'elle-même qui avait tant souffert. Et ainsi, derrière sa caisse, dans ce supermarché banal, elle continuait de bâtir un monde parallèle. Un monde où l'argent perdait un peu de son poids, où la dignité reprenait ses droits,
où l'humanité se glissait dans des centimes de cuivre. Ce monde-là, invisible pour ceux qui ne regardent pas, brillait pourtant dans les yeux de ceux qui le recevaient. Et Claire savait qu'il durerait bien au-delà de ses journées de travail. Parce que la bonté, même discrète, laisse des traces indélébiles dans la mémoire des cœurs. Le mois de février avançait lentement, avec ses journées courtes et grises, ses trottoirs encore couverts de sel et de traces de neige sale. Dans la petite ville, la vie suivait son cours. Les enfants pressés par leur cartable, les travailleurs fatigués rentrant à la maison, les couples qui s'enlaçaient dans le froid pour se réchauffer. Le supermarché restait un carrefour où tout ce monde se croisait, un lieu banal mais nécessaire, un passage quotidien pour beaucoup. Et au milieu de ce mouvement constant, il y avait toujours la caisse numéro 3, avec Claire derrière, fidèle à son rythme doux et attentif. Elle connaissait désormais les habitudes de chacun. Elle savait qui passait le matin, qui préférait l'après-midi, qui venait en fin de journée avec les épaules voûtées. Elle reconnaissait les hésitations dans les gestes, les silences dans les regards, les petites failles que la vie creuse dans les visages. Et à chaque fois, elle essayait de combler ces failles avec son arme discrète. Une pièce en plus, un sourire, un mot qui allège. Ce jour-là, un homme entra, accompagné de sa fille d'une dizaine d'années. Ils portaient tous deux un air fatigué, comme si la vie les avait un peu trop pressés. L'homme posa sur le tapis un paquet de pâtes, une boîte de sauce tomate et du pain. La petite fille serrait une pomme dans ses mains, comme un trésor. Quand vint le moment de payer, Claire vit que le père avait juste assez pour couvrir le total, mais qu'il hésitait, comptant 2 fois, le front plissé. Claire annonça le montant, puis rendit un peu plus de monnaie qu'elle n'aurait dû. Le père la fixa, surpris, et voulut protester. Mais Claire lui dit doucement « C'est bon, gardez-le ». La petite fille éclata d'un sourire lumineux et dit « Papa, tu vois, c'est comme de la magie ». L'homme se contenta d'un merci ému, mais Claire sut qu'en ce jour gris, elle venait d'offrir plus qu'une monnaie. Elle venait d'offrir à cet enfant l'idée que le monde pouvait parfois surprendre par sa gentillesse. Un peu plus tard, ce fut une femme enceinte qui s'approcha. Elle tenait son ventre rond avec une main et portait dans l'autre un panier rempli de produits simples, du riz, du lait, des légumes. Son visage trahissait la fatigue, mais aussi une inquiétude sourde. Claire sentit son hésitation au moment de payer. Elle lui rendit de la monnaie, mais glissa quelques centimes supplémentaires. La femme leva les yeux, émue, et dit dans un souffle « Vous savez, mon mari a perdu son travail. Chaque jour, je me demande comment on va s'en sortir, mais là, avec vous, j'ai l'impression que quelqu'un nous aide un peu. » Claire ne répondit pas avec des grands discours. Elle dit seulement « Vous allez y arriver. » Et dans ces mots simples, elle mit toute la conviction de son cœur. Dans la file, certains entendaient ces échanges, d'autres non. Mais tous, inconsciemment, sentaient que quelque chose d'inhabituel flottait autour de cette caisse. Une chaleur discrète, une humanité rare dans un lieu où l'on s'attend seulement à payer et à partir. Un soir de semaine, alors que le magasin se vidait, un étudiant entra. Il portait un sac à dos rempli de livres, ses yeux étaient cernés. Il posa sur le tapis un paquet de nouilles instantanées, une boîte de thé et une tablette de chocolat. Quand il sortit ses pièces, il réalisa qu'il lui manquait 20 centimes. Son visage rougit, il voulut reposer le chocolat. Claire l'arrêta d'un geste doux. « Gardez-le, vous en aurez besoin. » L'étudiant la regarda, surpris, puis eut un sourire fatigué mais sincère. « Merci, madame. Vous ne savez pas, et j'avais besoin de ça aujourd'hui. » Il parlait peut-être du chocolat, mais Claire savait qu'il parlait surtout du geste, parce qu'elle comprenait ce que c'était que de porter un poids invisible et d'avoir besoin d'un signe, même minuscule, pour tenir encore un peu. Parfois, ce n'étaient pas des mots qui restaient, mais des regards. Un homme seul qui serrait plus fort son sac en sortant. Une femme qui essuyait une larme discrète en rangeant sa monnaie. Un adolescent qui repartait avec un pas plus léger. Tous laissaient derrière eux une empreinte silencieuse que Claire gardait précieusement dans sa mémoire. Mais donner, même de petites choses, n'était pas toujours facile. Claire le savait. Il y avait des jours où elle rentrait chez elle épuisée, où elle s'asseyait dans le silence de son appartement et laissait son cœur se reposer. Il y avait des soirs où elle doutait,
se demandant si ses gestes servaient vraiment à quelque chose, si ce monde qu'elle essayait de bâtir pièce après pièce ne s'effaçait pas aussitôt. Mais chaque matin, elle retrouvait sa caisse, et les visages revenaient. Et à chaque sourire, à chaque merci, elle comprenait qu'il fallait continuer. Un samedi, alors que la file s'étirait, un vieil homme, vêtu d'un manteau usé, posa quelques articles sur le tapis. En rendant la monnaie, Claire ajouta quelques centimes. L'homme la regarda longuement, puis dit d'une voix tremblante « Vous êtes comme mon épouse l'était, toujours à donner un peu plus. » Ses yeux se voilèrent, et Claire sut qu'il parlait d'un souvenir douloureux. Elle lui serra doucement la main en lui rendant ses pièces. « Elle doit être fière de vous, » dit-elle. L'homme baissa la tête, incapable de répondre, mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle phrase. Les semaines passèrent et Claire voyait que ses gestes commençaient à créer un cercle invisible. Des clients revenaient exprès vers elle, même si la file était longue. Certains, en sortant, tenaient la porte aux autres, comme pour prolonger la chaîne. Parfois, elle surprenait un client rendre quelques pièces à quelqu'un qui manquait un peu. Elle voyait que sa manière d'agir se diffusait, doucement, dans le quotidien des autres, parce que c'était cela, au fond, la véritable force de ces centimes en plus. Ils n'étaient pas seulement un geste ponctuel. Ils étaient une invitation à faire de même, une étincelle qui en allumait une autre, et encore une autre. Une bonté contagieuse, discrète mais tenace. Et Claire, derrière sa caisse numéro 3, voyait se dessiner un tableau invisible. Celui d'une humanité qui, malgré les fatigues, malgré les injustices, restait capable de douceur. Elle savait que ses gestes ne changeraient pas le monde entier, mais elle savait aussi qu'ils changeaient un instant dans la vie de quelqu'un. Et parfois, un instant suffit à transformer un chemin. Un soir, alors que le magasin allait fermer, une femme s'approcha timidement. Elle ne posa rien sur le tapis. Elle dit seulement « Je voulais vous remercier. Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais il y a quelques mois, vous m'avez donné un peu plus de monnaie. Ce jour-là, je pensais que tout s'écroulait, j'étais à bout, et votre geste m'a tenu debout. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais je n'ai jamais oublié. » Elle posa alors sur le comptoir une petite fleur simple, cueillie quelque part. « Pour vous, » dit-elle. Claire sentit ses yeux se brouiller. Elle prit la fleur, la serra contre elle, et dans ce moment silencieux, elle comprit que ses gestes n'étaient jamais perdus, qu'ils revenaient parfois sous d'autres formes, comme un écho doux et inattendu. Et ce soir-là, en rentrant chez elle, avec la petite fleur dans son sac, elle sut qu'elle n'était pas seulement caissière. Elle était un lien, un fil invisible entre des vies fragiles, une preuve que l'humanité peut se cacher là où on ne l'attend pas, dans une caisse de supermarché, dans des centimes de cuivre, dans un sourire timide. Le printemps s'annonçait doucement. Les journées s'allongeaient, les arbres se couvraient de bourgeons, et la lumière retrouvait sa place dans les rues de la petite ville. Le supermarché, lui, restait le même, avec ses rayons bien rangés, ses chariots grinçants et ses clients pressés. Mais derrière la caisse numéro 3, tout continuait à battre au rythme de Claire. Elle n'avait rien changé à ses habitudes. Ses mains usées rendaient toujours un peu plus que prévu. Ses yeux fatigués continuaient de chercher ceux des autres. Et son sourire timide venait apaiser les journées lourdes. Avec le retour du soleil, de nouveaux visages apparaissaient. Des familles entières revenaient, des enfants enjoués couraient dans les allées, et la vie semblait reprendre un souffle plus léger. Mais Claire savait que, derrière ces apparences, les fragilités restaient là. Elle le voyait dans le regard des parents qui comptaient malgré tout, dans les gestes discrets de ceux qui hésitaient encore avant de payer, dans les silences de ceux qui n'osaient pas demander. Et elle, patiemment, poursuivait son œuvre invisible. Un matin, une petite fille entra seule. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Elle posa sur le tapis un paquet de farine et une plaquette de beurre. Elle sortit de sa poche quelques pièces qu'elle tenait serrées dans son poing. Claire annonça le total, puis remarqua qu'il manquait quelques centimes. Avant que l'enfant n'ait le temps de s'inquiéter, Claire dit doucement « C'est bon, ça ira ». Elle glissa même une petite pièce brillante dans sa main. L'enfant ouvrit de grands yeux émerveillés, puis dit « Je vais faire un gâteau pour ma maman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Merci. Vous êtes comme une fée. » Claire sentit son cœur se serrer.
Elle répondit avec un sourire tendre. « Alors fais-lui le plus beau gâteau. » Et elle sut que cet enfant repartirait avec plus que ses courses. Elle emportait aussi une impression durable que le monde pouvait être doux. Plus tard, dans la semaine, ce fut un homme d'âge mûr qui s'arrêta devant sa caisse. Il avait le visage marqué par les années et portait une veste élimée. Il acheta un petit bouquet de fleurs, simple, presque fragile. En rendant la monnaie, Claire ajouta quelques centimes. L'homme resta silencieux, puis dit d'une voix cassée « C'est pour ma femme. Elle est à l'hôpital, je ne peux pas lui offrir grand-chose. Mais au moins... » Sa phrase resta suspendue. Claire baissa doucement les yeux et répondit « Ces fleurs pour elle seront tout. » L'homme repartit avec son bouquet serré contre lui, et Claire resta là, bouleversée, sachant qu'elle venait d'assister à un moment de tendresse absolue, un amour simple qui résiste même dans l'épreuve. Chaque jour apportait ainsi son lot d'histoires silencieuses, des instants suspendus que personne d'autre ne remarquait, mais que Claire recueillait avec soin. Elle se disait parfois que son comptoir de métal, son scanner fatigué et sa caisse bruyante étaient devenus une sorte de confessionnal muet, un lieu où les gens déposaient un peu de leur fardeau. Et elle, à sa manière, leur rendait la seule chose qu'elle pouvait offrir, quelques centimes, un regard, une parole douce. Mais au fil du temps, quelque chose de nouveau commença à se dessiner. Des clients revenaient à la voir, non plus seulement pour payer, mais pour lui raconter des nouvelles. Un vieil homme lui montra la photo de son petit-fils. Une jeune mère lui dit que son bébé allait bien. L'adolescente timide, qui manquait toujours de quelques pièces, lui annonça qu'elle avait trouvé un petit travail. Tous venaient partager avec elle, comme si Claire était devenue plus qu'une caissière, comme si elle était devenue un repère. Et elle accueillait tout cela avec une émotion discrète, consciente que ses confidences étaient des cadeaux aussi précieux que ceux qu'elle offrait. Un soir, alors que le magasin fermait, une collègue vint s'asseoir près d'elle. « Tu sais, Claire, dit-elle, je crois que tu as changé beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Les clients parlent de TUI. Ils disent que tu leur redonnes espoir. » Claire secoua la tête un peu gênée. « Je ne fais rien d'extraordinaire, » répondit-elle. Mais sa collègue insista. « C'est ça, le plus extraordinaire. Tu transformes l'ordinaire. » Ces mots résonnèrent longtemps en elle. Elle ne cherchait pas de reconnaissance, mais elle comprenait que, sans le vouloir, elle avait semé quelque chose qui dépassait sa caisse, numéro 3. Le printemps avançait et les fleurs éclosaient dans les parcs. Un après-midi, une femme entra avec un panier plein de légumes frais. En la voyant, Claire la reconnut aussitôt. C'était la femme qui, quelques semaines plus tôt, lui avait offert une petite fleur en remerciement. Cette fois, elle souriait davantage, ses gestes étaient plus assurés. Elle dit simplement « J'ai trouvé un travail. Tout n'est pas réglé, mais je voulais vous dire que ça va mieux. » Claire sentit une vague de joie l'envahir. Elle ne dit rien de grand, elle dit juste « Je suis heureuse pour vous. » Mais en elle, c'était une fête silencieuse, parce qu'elle voyait que la vie parfois se redresse et que ses gestes avaient peut-être contribué à soutenir cette femme jusqu'à ce moment. Et puis, il y eut ce jour particulier. Une petite file s'était formée, comme toujours, les clients attendaient, certains pressés, d'autres distraits. Une adolescente, celle à qui Claire avait souvent donné quelques centimes en plus, s'avança. Mais cette fois, au moment de payer, elle tendit non seulement ses pièces, mais aussi une petite enveloppe. « C'est pour vous, » dit-elle. Claire hésita, surprise. L'adolescente insista. « Ouvrez-la plus tard. » Quand la caisse fut vide, Claire glissa l'enveloppe dans sa poche. Ce soir-là, en rentrant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une petite lettre maladroite, écrite à la main. « Merci. Vous m'avez appris que je ne valais pas moins que les autres. Grâce à vous, j'ai eu le courage de continuer mes études. Vous ne me connaissez pas vraiment, mais moi, je n'oublierai jamais. » Claire resta longtemps assise avec la lettre dans les mains. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle comprit que ces gestes, si minuscules qu'ils paraissaient, pouvaient allumer de grandes choses dans les vies des autres. Et ce soir-là, elle sentit une paix profonde, une certitude que son rôle, derrière cette caisse, avait un sens immense. Le temps passa encore. Les saisons changèrent, les visages défilèrent, mais toujours, Claire resta fidèle à son rythme doux.
Ces centimes, en plus, continuaient de circuler. Ces sourires continuaient d'apaiser. Elle ne cherchait pas à être une héroïne, elle voulait seulement être humaine. Et dans un monde souvent pressé, souvent dur, cela suffisait à illuminer bien des journées. Un matin d'été, alors que le soleil baignait la ville, un petit groupe de clients s'attarda autour d'elle. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas organisé, mais chacun, à sa manière, voulait lui dire quelque chose. Un vieil homme lui offrit un dessin de son petit-fils. Une mère lui apporta un gâteau fait maison. Un enfant lui donna un caillou brillant trouvé sur le chemin. Et tous dirent la même chose. Chacun avec ses mots. Merci. Claire resta sans voix. Elle sourit, ses yeux brillants, et comprit que sa bonté avait formé une chaîne, une communauté invisible, née dans le silence d'une caisse de supermarché. Et ce fut cela, la véritable leçon de sa vie. Qu'il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour changer le monde. Parfois, quelques centimes suffisent, un geste répété, un sourire offert, une parole douce. Ce sont ces détails qui tissent la trame de l'humanité. Claire l'avait compris. Et derrière sa caisse numéro 3, elle avait prouvé, jour après jour, qu'il existe 1000 façons de rendre la vie plus légère, plus tendre, plus belle. Et si un jour quelqu'un lui avait demandé quel était son secret, elle aurait répondu simplement « Ne jamais oublier que chaque visage compte ».